moi, je vais essayer de tenir 15 minutes pour vous présenter nos travaux récents sur les virus des cryptosporidies qu'on appelle les crispovirus. Alors, je vous ferai bien sûr un petit rappel sur les cryptosporidioses parce que tout le monde ne connaît pas ces maladies. Ce sont des maladies donc parasitaires, zoonotiques, dues à des protozoaires qui touchent essentiellement l'appareil digestif. Cryptosporidium est le protozoaire le plus important qui touche les ruminants en période néonatale, c'est-à-dire pendant les 4 premières semaines de vie de l'animal. On a un parasite qui joue un rôle très très important, c'est Cryptosporidium parvum qu'on voit là. C'est lui qui est la cause la plus importante de diarrhée néonatale chez les animaux, mais aussi chez l'homme, en tous les cas en France, puisque les études du réseau Anophel nous montrent clairement que les cas de cryptosporidiose identifiés au Centre national de référence sont à 70% dus à Cryptosporidium parvum d'origine animale. Et après, vous avez à peu près, on va dire, 25% d'hominis, de Cryptosporidium hominis, qui est l'espèce propre de l'espèce humaine. Et puis, le reste du pourcentage se partage entre les différentes espèces de Cryptosporidium. Alors, il faut savoir aussi que c'est un sujet extrêmement intéressant parce que c'est un sujet à la fois qui a une importance vétérinaire, mais qui a aussi une importance en termes de santé publique. Et ça, on l'a su très, très tôt, puisque ces maladies ont un impact zoonotique chez l'homme. Les premiers cas de cryptosporidiose humaine ont été décrits dans les années 80 chez des patients séropositifs atteints par le sida, qui, à l'époque, n'avaient pas profité de la trithérapie. Et donc, c'était les premiers cas de sida décrits. Et là, on a vu une explosion de cas de cryptosporidiose. Et c'est comme ça que cette maladie est devenue intéressante pour la communauté scientifique. Et puis, bien sûr, le sida, on a trouvé des antiviraux, on a commencé à traiter donc la maladie virale, et ainsi, la cryptosporidiose a diminué de manière significative. Il faut savoir aussi que la cryptosporidiose est un problème de santé publique, même chez des personnes immunocompétentes. Donc, on peut avoir des personnes immunocompétentes. Bon, elle n'est pas mortelle, hein. On va avoir une diarrhée pendant 2-3 jours, mal au ventre, et puis après, c'est une maladie dite auto-résolutive, c'est-à-dire qu'elle en guérit spontanément. Cette maladie revient beaucoup aussi sur la scène médiatique à cause des contaminations d'origine hydrique. La plus importante, c'est celle de Milwaukee, au Wisconsin, aux États-Unis. En 1993, il y a eu plus de 400 000 cas de personnes contaminées et il y a eu une soixantaine de morts. C'est à partir de là que les autorités américaines ont commencé à s'intéresser sérieusement à cette maladie. À titre d'anecdote, au Royaume-Uni, par exemple, ils ont 2 pics de cryptosporidiose chez l'homme. Ils en ont une en hiver et une autre qui apparaît après l'été. C'est à cause, en fait, des retours de vacances des Anglais qui reviennent des Baléares et qui reviennent tous contaminés par Cryptosporidium. Parce qu'en fait, les piscines et les boulevards aquatiques qui se trouvent dans ces îles-là sont contaminés par crypto et les gens, en fait, ramènent la crypto avec eux chez eux, étant malades au Royaume-Uni. Alors, certains experts se sont rencontrés en 2012 à Rome, en Italie. C'était des experts donc de l'OMS, mais aussi de la FAO. Et ces experts ont travaillé pendant, je crois, une semaine à déterminer quels sont les parasites transmissibles par les aliments ou par l'eau qui sont dangereux pour l'homme. Et là, on retrouve le cryptosporidium en 5e position. Donc, il est quand même dans le top 5 des maladies, on va dire, dangereuses ou menaçantes pour l'homme. Sur le plan clinique, dans le milieu vétérinaire, la maladie se traduit par des diarrhées, comme on peut le voir sur ces images, hein. Je vais faire un dessin. Chez le veau, c'est vraiment une catastrophe. On a des diarrhées de ce type. On voit ça aussi chez l'agneau. Mais l'espèce la plus sensible, c'est surtout le chevreau.
de chevreau est très, très sensible à la cryptosporidiose. D'ailleurs, on a réalisé des études expérimentales sur des chevreaux et heureusement qu'on a prévu pas mal d'animaux par lot parce qu'on a eu beaucoup de casses, on a eu beaucoup de mortalité. Mais c'est un modèle aussi qui est intéressant sur le plan scientifique. Alors maintenant, je vais revenir à notre cher virus, le crispovirus. Alors le crispovirus est un virus de la famille des Partitiviridae. Il est petit, il est non enveloppé, il possède deux ARN en fait encapsulés et il possède une seule protéine d'enveloppe qui s'appelle CP qu'on va rechercher dans nos travaux pour trouver le virus et une autre protéine de 60 kilodalton qui s'appelle ARN polymérase ARN dépendante, RDRP, qui est aussi propre au virus. Alors le virus appartient au genre Crispovirus, cela a été publié, mais on l'a détecté pour la première fois dans les oocystes de Cryptosporidium en 1994. Et puis ensuite, il y a eu d'autres études qui ont pu le trouver dans d'autres souches, hein, notamment chez ces parvents, mais pas en France, hein, dans d'autres pays, chez les humains, chez les veaux, dans le Cryptosporidium dominis, donc l'agent humain, Felis chez le chat, Meleagridis chez les volailles. Et il y a une similarité assez importante de ces virus provenant d'espèces différentes. Voilà donc à quoi ils ressemblent. Hein, et vous avez ici les deux ARN qu'on va rechercher au cours de notre travail pour retrouver ce virus. Alors maintenant, quel est l'état de l'art concernant le crispovirus? Il n'y a pas grand-chose de connu sur ces virus-là, en tous les cas dans le domaine des cryptosporidioses, puisque très peu d'études ont été faites là-dessus. Une étude a montré, par exemple, qu'il semblerait que la fécondité du parasite augmente avec la pathogénicité de cryptovirus. En clair, quand on recherche, par exemple, une crypto virulente, eh bien, on retrouve pas mal de copies des ARN du virus. C'est juste un lien qu'on a mis entre les deux, mais c'est la seule étude qui existe aujourd'hui pour montrer que ce virus existe peut-être en grande quantité chez des souches de cryptosporidium, des espèces de cryptosporidium hyper virulentes. Cette publication, elle est de 2008. Deux études récentes sont sorties en 2023, une dans Nature Communications et une autre ici dans un grand journal aussi, je ne sais plus lequel, où ils ont montré que le virus jouait un rôle important dans l'activation de certaines voies immunitaires, et notamment l'interféron 1, surtout cette étude-là, qui montre que, en fait, selon leurs résultats et selon leurs hypothèses, le virus arriverait dans le parasite comme une sorte de cheval de Troie. Il va rentrer avec le parasite dans l'intestin et en arrivant au niveau des entérocytes, l'oocyte est obligé de s'ouvrir pour laisser les trophozoïtes sortir de là et les sporozoïtes pour aller infecter les cellules. C'est à ce moment-là que le virus est libéré. Sauf que le virus, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va activer les réponses immunitaires dont on parlait tout à l'heure chez l'hôte. Et donc, il va créer une sorte d'écran de fumée, c'est-à-dire que les systèmes immunitaires digestifs vont se concentrer sur le virus en laissant la place aux parasites pour infecter le tube digestif. Donc, cette étude est vraiment, c'est un grand journal, Nature Communications, est quand même assez. Mais c'est la seule étude aussi à ce jour qui montre ça. Mais c'est déjà pas mal. Donc, ça veut dire qu'on commence déjà à comprendre l'intérêt de, comme tu disais tout à l'heure, parasite ami ou ennemi. Là, on dirait que c'est un symbionte. On dirait que ce virus est présent à l'intérieur du parasite. Il a besoin de ce parasite pour vivre parce qu'il ne peut pas vivre en dehors de ce parasite. Et le parasite l'utilise pour pouvoir infecter les organismes vivants et se multiplier. Voilà donc l'état de l'art. Et puis là, maintenant, on va commencer à s'intéresser un peu à l'étude que nous, on a menée au laboratoire. Tout d'abord, il y a eu deux études qui ont été faites sur le crispovirus. D'abord, une étude japonaise très, très sérieuse qui a montré une fréquence de 100% de présence du crispovirus dans les cryptosporidies des jeunes veaux. C'est quand même assez impressionnant. 100%, ça veut dire que tous les échantillons étaient positifs. Et ils ont aussi, dans cet article, émis l'hypothèse que les séquences virales
de ce crispovirus était différente en fonction de la zone géographique où se trouvait la parasite. Par exemple, la zone d'Hokkaido, dans le nord du Japon, avait un virus avec une séquence différente de la région de Tokyo, de l'île d'Okinawa, etc. Et c'est les premiers qui ont suggéré d'utiliser ce virus comme un traceur épidémiologique. Donc, c'est une idée vraiment séduisante et intéressante. Et puis ensuite, il y a les Turcs qui ont aussi publié, c'était à peu près la même année, 2020, là, c'était 2016-2020. En 2020, les Turcs ont travaillé aussi sur des veaux, mais pas tout à fait de la même façon. Et ils ont trouvé une fréquence de 8,8% de crypto-positifs chez les veaux. Et il n'y a eu aucune étude qui a été réalisée en France ni en Europe sur ce crispovirus. Donc, on a décidé au laboratoire de rechercher ce virus dans les cryptosporidies qui circulent en France chez les animaux et puis aussi chez l'homme. Pour voir d'abord, la question c'était, est-ce qu'on peut le trouver? Deux, si on le trouve, est-ce qu'on va le trouver avec des proportions proches à celles des Turcs, c'est-à-dire faibles, ou avec des proportions élevées? Et c'était vraiment le grand point d'interrogation. On ne savait pas, hein, donc on a commencé à travailler là-dessus. Et donc, on a mis une étude en place. Le but, c'était de déterminer par PCR la présence des crispovirus dans les cryptos qui circulent, comme je vous l'ai dit, chez les ruminants, et puis de génotyper le crispovirus provenant des différents ruminants pour voir s'il peut, comme l'ont suggéré les Japonais, l'utiliser comme traceur épidémiologique. Et puis, grâce au Centre national de référence donc de Rouen, de crypto, grâce à mon ami Loïc Favnec et Damien Costa, on a reçu aussi des prélèvements humains dans lesquels on a recherché la présence du virus. Et donc, là, vous voyez, en fait, très rapidement, je ne vais pas m'attarder. Donc là, on fait une extraction, c'est la méthodologie des ARN totaux. On fait une RT-PCR, on synthétise des ADN complémentaires. Il y a deux façons de rechercher le virus. Soit on fait des qPCR, soit on fait 4 PCR séparés et on fait un séquençage derrière. Et nous, on a choisi cette méthode-là. Donc, on a fait 4 PCR et on a séquencé le virus. Et vous pouvez voir ici un gel où on voit les profils PCR de deux fragments de cet ARN. Ici, c'est le CP. Donc, vous avez ici un témoin négatif. Ici, Cryptosporidium parvum iowa, c'est notre témoin positif. Et puis ici, vous avez des bovins qu'on a appelés B65, B66, B67. Donc, ça, c'est pour un fragment d'ARN. Là, c'est pour un autre fragment d'ARN, RDRP. Et vous voyez qu'on le retrouve chez les animaux positifs. Et vous avez aussi deux autres fragments qu'on a recherchés. Donc, en fait, c'est en trouvant les 4 fragments dans nos échantillons qu'on décide d'attribuer la positivité à notre échantillon. Mais des fois, il nous arrive de n'avoir que 3 sur 4. Alors, pour rappel, les Turcs, ils cherchaient un fragment de ces 4 pour rechercher le virus. Les Japonais, c'était 3 à 4. Donc, nous, on s'est calé sur l'étude japonaise. Et donc, on disait, si on trouvait 3 à 4 fragments d'ARN de ce virus, on considérait que l'échantillon était positif. Et bien sûr, après, c'est suivi par un séquençage complet. Et là, vous allez voir les résultats qu'on a obtenus. J'étais assez surpris parce que moi, en lançant cette expérience, première question, c'est que je ne savais pas si on allait trouver quoi que ce soit. Deux, si jamais on trouvait quelque chose, à quel pourcentage? Et là, c'était assez surprenant parce que chez les bovins, sur 18 échantillons, 16 étaient positifs, ce qui représentait plus de 88%. Donc là, on est très, très heureux parce que la majorité des échantillons étaient positifs. Chez l'agneau, on a trouvé une fréquence de 83,33, donc 14 échantillons sur 19 qui étaient positifs. Et puis ensuite, on a trouvé 75% chez le chevreau, mais là, vous voyez bien que c'est 4 échantillons, donc c'est clair que 3 sur 4 échantillons, ça fait 75, ça fait beaucoup en pourcentage. Mais en fait, le but au final, ici, c'était pas de voir la quantité, c'était surtout de chercher dans l'espèce caprine s'il y avait le crispovirus. Parce qu'on avait le bovin, on avait l'ovin, mais on n'avait pas le caprin. Comme on avait 4 échantillons positifs, on s'est dit on va quand même aller jeter un coup d'œil pour voir s'il y a du crispovirus ou pas. Et là, on a trouvé ça. Et en fait, comme vous le voyez sur ce tableau, c'est C. parvum qui a été identifié chez tous les échantillons bovins. C'est aussi le sous-type, c'est le sous-type génétique 2A15G2R1. Bon, je ne vais pas trop vous détailler tout ça, mais c'est le sous-type le plus répandu en Europe. C'est le plus hypertransmissible. Et les Japonais ont travaillé aussi sur ce sous-type. Les Turcs, quant à eux,
n'ont pas eu de sous-type. Ils ont travaillé sur des cryptosporidies, c'est parvum, ça on le sait, mais on ne sait pas dans quel sous-type ils ont recherché leur virus. Et vous voyez ici la même chose pour le mouton, c'est parvum en majorité, et en majorité du AA15G2R1. Voilà. Et donc ensuite, on a essayé de faire des arbres phylogénétiques. Bon, je ne vais pas vous présenter tous les arbres, mais j'en ai choisi un qui était le plus parlant pour vous montrer un peu comment on a fait. Donc ici, vous avez l'hexagone avec des cercles et avec des départements. Ça, c'est tous les départements d'où proviennent nos échantillons. Les cercles, ils sont entourés d'un trait. S'il est bleu, ça veut dire que c'est des bovins. S'il est vert clair, ça veut dire que c'est des moutons. Si c'est du bleu clair, ça veut dire que c'est des caprins. Donc, c'est réparti et la couleur correspond en fait au sous-type qui a été utilisé. Et vous voyez que la couleur jaune est beaucoup plus dominante. Ça veut dire que c'est notre sous-type A15G2R1 qui était dominant. Et donc, on a essayé de regarder sur un arbre phylogénétique comment se répartissaient les séquences qu'on avait trouvées. Eh bien, vous voyez que tous les cas français sont au même endroit. C'est ce qu'on représente avec la barre bleue que vous voyez là. Et vous voyez aussi que ici, on a la Turquie, les prélèvements turcs qui sont à l'intérieur. Donc, nos isolats sont proches de ceux des Turcs et sont différents des autres, c'est-à-dire des autres pays, la Chine, que vous voyez ici, l'Amérique du Nord et le Japon. Mais ce n'est pas étonnant puisque la Turquie est le pays le plus proche du continent européen. Donc, ça pourrait s'expliquer tout simplement par une proximité géographique. Et donc, on a, grâce à Yannick Blanchard de l'ANSES de Ploufragan, en fait, on a séquencé complètement deux souches de virus en France. Ça a fait l'objet d'une publication dans Vet Research. Donc, toute la partie animale a été donc publiée. Et puis ensuite, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe maintenant chez l'homme? Et là, j'ai demandé des prélèvements à Loïc Favnec et à Damien Costa. Nous, on est laboratoire national de référence pour les parasites transmis par les aliments. Le CNR, c'est le Centre national de référence pour les prélèvements humains. Et donc, Loïc et Damien nous ont filé 40 échantillons de prélèvements humains. Et vous voyez la répartition de ces prélèvements sur cette carte géographique. Hein. Donc, vous avez l'hexagone et vous avez ici donc, les régions et les départements, Pas-de-Calais, l'Aube, Meurthe-et-Moselle, Nord, région parisienne, Maine-et-Loire et Eure. Et vous avez les sous-types qui ont été retrouvés au CNR. Et là, on voit les principaux génotypes de Cryptosporidium isolés parmi les échantillons humains. Et vous voyez clairement que le 2A15G2R1, que j'ai évoqué tout à l'heure, représente 22% de l'ensemble des prélèvements qu'on a trouvés, des 40 prélèvements de crypto. Et les 27% que vous voyez là correspondent au AA2A17G2R1. Et ça, en fait, c'est une épidémie qui s'est passé ici dans l'Aube. Ce sont des gens qui sont tombés malades parce qu'ils ont consommé du fromage avec du lait préparé à partir de lait cru. Et donc, ils se sont tous retrouvés avec le même génotype et il y avait plusieurs personnes qui étaient malades. C'est ce qui explique peut-être un peu ce biais que ce sous-type soit surexprimé par rapport au reste. Et là, vous voyez en rouge la répartition des prélèvements humains dans les arbres phylogénétiques qu'on a vus tout à l'heure. Tout ce qui est en noir, c'est ce qu'on a déjà publié, c'est ce qu'on a trouvé chez les animaux. Tout ce qui est en rouge, c'est ce qu'on a, c'est les prélèvements humains. Donc, ce sont les séquences des prélèvements humains. Et vous voyez clairement que tout se retrouve essentiellement dans les clades français. Et on remarque aussi qu'ici, il existe une concentration des séquences qui sont dues aux épidémies. On le voit là et on le voit là. Ça, c'est l'épidémie de l'Aube que je viens d'évoquer. On le voit ici. Alors, il y a un cas qui a une origine douteuse, une origine nord-américaine, États-Unis, Canada. Donc, je suis en train de chercher l'information auprès du CNR pour savoir si ce n'est pas quelqu'un qui a passé un séjour aux États-Unis ou au Canada, un non-séjour, où il est revenu avec cette maladie. Voilà, donc au final, en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? C'est que l'analyse des échantillons fécaux qui ont été prélevés, que ce soit chez les animaux ou chez l'homme, ont permis d'identifier l'espèce C. parvum en majorité chez les animaux, c'est ce qu'on retrouve surtout,
Une famille du sous-type 2A à 15G2R1, c'est le plus répandu, donc ce n'est pas étonnant. Et ça tombe bien parce que les études précédentes, notamment l'étude japonaise, avaient utilisé ce sous-type. Donc ça permettait aussi de comparer ce qui était comparable. L'identification pour la première fois de ce crispovirus chez l'homme et chez les jeunes ruminants en France. Donc là, on a publié la partie jeunes ruminants. On est en train de se préparer pour publier la partie humaine. L'analyse phylogénétique des séquences a montré que les virus isolés en France sont très proches de ceux de la Turquie, différents de ceux de l'Asie et d'Amérique du Nord. Ça aussi, c'est une information très importante. Les échantillons collectés une année donnée sur des années successives dans un lieu donné sont plus susceptibles d'héberger le même sous-type et la même souche de crispovirus. Ça veut dire que dans une ferme où on a prélevé en 2019, en 2020 et en 2021 la crypto, on retrouve toujours le parvum, on retrouve toujours le même sous-type et on trouve la même séquence du crispovirus. Donc, ça veut dire que ces agents persistent dans le temps pendant de nombreuses années dans les fermes. Et puis, on a remarqué aussi une forte densité des génomes de crypto dans la région parisienne, mais ça nous semble tout à fait normal, puisque Paris, c'est une ville où on a beaucoup de voyageurs, il y a beaucoup de brassages, beaucoup d'aéroports, beaucoup de trains. Donc, c'est un peu normal qu'il y ait plus de diversité génétique de ces sous-types. Et enfin, les clades humains sont bien répartis et on voit clairement sur nos tableaux que les épidémies apparaissent très, très clairement. Donc, ça aussi, c'est une bonne information. Ça nous permettrait peut-être aussi de suivre les épidémies humaines en France. Donc, je voudrais remercier toutes les personnes qui travaillent dans l'équipe CryptoGiardia que vous voyez ici. Mais je voudrais aussi remercier particulièrement Nolwenn Deli, qui est virologiste à l'ANSES jusqu'à il y a quelques mois. Là, elle est partie, elle a quitté l'ANSES pour aller travailler à l'Institut Pasteur de Paris. Yannick Blanchard qui a séquencé les virus entièrement, et bien sûr Loïc Favnec et Damien Costa pour les prélèvements précieux, les prélèvements humains. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je vous écoute. Merci Karim pour cette très intéressante communication. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, merci Karim. Bertrand Ridremont, donc aussi de l'Académie vétérinaire. Merci pour ta présentation. Moi, je souligne en effet que Cryptosporidie, quand on voit les enquêtes de prévalence des dernières années, c'est souvent le premier agent pathogène. Chez le veau qui est isolé, il y a eu de très belles enquêtes en Bretagne, dans l'Ouest. J'avais deux questions. Première question, est-ce que, compte tenu des proportions, c'est pas évident, est-ce que tu as vu des différences en bovin entre élevage laitier et allaitant, sur l'isolement du virus ou alors sur les génotypes, le génotype majoritaire isolé? Et deuxièmement, tu avais parlé d'une interférence du virus par rapport à la réponse immunitaire de l'hôte. On sait que se développe, c'est assez avancé, des vaccins contre Cryptosporidium parvum chez le veau, qui sont en Europe. Est-ce que ça pourrait interférer, ou le virus, c'est de la prospective, pourrait interférer avec la réponse vaccinale éventuellement? Voilà, merci. Merci Bertrand. Alors, concernant les échantillons, on n'a pas. C'est une question qu'on s'est posée pour faire la part des choses entre les échantillons qui proviennent des élevages laitiers par rapport aux élevages allaitants. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez j'ai des difficultés énormes à récolter des prélèvements. Alors, donc, moi, je prends tout ce qui vient, puisque ce que je recherche, c'est la crypto en premier. Mais c'est vrai qu'on s'est posé la question de faire une dichotomie entre les deux pour voir si le parasite agit de la même façon et si le virus se trouve aussi de la même façon. Mais on n'a pas la réponse. Donc ça, je te le dirai peut-être dans quelques mois ou quelques années. Concernant l'arrivée sur le marché du vaccin de MSD, pour ne pas le dire, j'ai eu un email hier pour qu'on fasse une réunion pour discuter à l'école du nouveau vaccin. Il a été lancé au mois d'avril à Athènes, en Grèce. Donc, c'est un vaccin qui est basé sur en fait un effet immunogène d'une glycoprotéine de surface de l'oocyste et qui semble avoir des résultats très intéressant. Moi, je n'ai pas vu encore l'étude, donc on ne sait pas ce qui se passe également sur le terrain. Certaines personnes ont eu accès à ces études que j'ai demandées et qui semblent que c'est des études qui ne sont pas convaincantes. Mais
le MSD a eu les autorisations de mise sur le marché. Et donc, je suppose que les décideurs et les gens qui ont évalué ce dossier ont trouvé que le vaccin était intéressant. Voilà. Et ça m'intéresse, oui, vraiment, de voir la différence entre voilà, les animaux maintenant qui seront peut-être vaccinés contre crypto et ceux qui ne seront pas vaccinés contre crypto pour voir cette valence. Et cette... Je ne sais même pas sur quelle voie, par exemple, est-ce que les anticorps, c'est des anticorps qui ils viennent par la voie immunitaire, je ne la connais pas, celle du vaccin. Donc, est-ce que les interférences sont impliquées? Je ne sais pas. Là, oui, si, avec l'étude récente là, de Nature Communications, peut-être qu'il y aura une interférence entre les deux. Mais après, sur le virus, oui, sur le virus, je ne sais pas. Alors, le virus pose plein de questions. On a une question qui est très, très importante en ce moment. Par exemple, à l'Institut Pasteur de Lille, on a une équipe de recherche qui a travaillé pendant des années sur des cellules, des souris SCID, donc immunodéprimées, qu'ils infectaient avec des cryptosporidies. Et ces souris développaient un cancer des intestins. Et là, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est le cancer, est-ce qu'il est dû à crypto, ou est-ce qu'il est dû au virus, ou est-ce qu'il est dû aux deux? Parce que, voilà. Donc, on est vraiment au début d'une histoire, au début d'une aventure. J'espère qu'elle va se prolonger et qu'on va aller plus loin dans la compréhension de la virulence et des effets de ce parasite. Et beaucoup de monde commence à s'intéresser, vu les messages que je reçois partout. Beaucoup de gens s'intéressent à ce... Et c'est un virus qui est connu depuis longtemps, hein. Les Chinois, dans les années 80, l'ont déjà décrit. Mais personne ne s'est intéressé à cet agent pathogène. Et c'est vrai que moi, je me retrouve dans une interface parasito-viro. Ce n'est pas toujours évident de travailler sur deux agents pathogènes de nature différente. Voilà. Je t'en prie. Merci beaucoup, Karim.